Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver dans une salle sans accoudoir mais sans punaise de lit. Donc voilà, on remettra les accoudoirs et même sans doute des nouveaux fauteuils avec dès qu'on pourra, mais ça demande une fermeture un peu plus longue. Donc on attendra peut-être l'été prochain. Merci en tout cas de votre fidélité. Recevez tous les vœux de la Cinémathèque française pour 2026 au nom de Costa Gavras, notre président, et du conseil d'administration. Duel au soleil, commençons par la question habituelle, qui l'a déjà vu? Et qui ne l'a jamais vu? Un tiers, deux tiers ou 50-50. Bon, écoutez, on est très heureux de vous présenter cette restauration parce qu'il y a quelques années, avec Jean-François Roger, on a passé Duel au soleil. C'était déjà un DCP, une copie numérique, et ça nous arrive de temps en temps, mais on avait été absolument épouvantés par la mauvaise qualité de cette copie numérique. Ça arrive des fois, mais c'était vraiment un très très mauvais DCP. Et on s'était dit avec Jean-François, espérons que quelqu'un s'occupe rapidement de ce film. Alors nous avons été entendus, puisque là vous allez voir une restauration toute nouvelle, donc qui date de 2025, qui a été présentée d'abord à Cinema Ritrovato, au Festival de Bologne, et c'est une restauration conjointe de Walt Disney, qui a dû récupérer les droits du film en récupérant le catalogue Selznick, de la Film Foundation de Martin Scorsese, du MoMA et de la George Eastman House. Donc vous voyez, les meilleurs faits se sont penchés sur cette restauration et donc vous allez trouver ou retrouver Duel au soleil avec sa splendeur d'origine et en particulier avec ses couleurs, alors que dans le DCP qu'on avait passé il y a quelques années, les couleurs étaient vraiment désastreuses, ce qui ne sera pas le cas ce soir. Donc vous allez d'abord voir une très bonne restauration, un film passionnant, puisque c'est un film de 1946. Selznick est resté muet en tant que producteur pendant les années de guerre. Bien sûr, il est encore auréolé de Autant n'emporte le vent en 1939 et de Rebecca avec Alfred Hitchcock en 1940. Et puis quelque chose de très important est arrivé dans sa vie. Il a rencontré Jennifer Jones, donc l'actrice de Duel au soleil, qui est devenue sa femme. Tout ça fait que King Vidor lui-même disait que c'était beaucoup plus un film de David Selznick qu'un film de King Vidor. Donc il le disait avec beaucoup de modestie et d'humilité. Il a en partie raison, et vous pourrez le constater vous-même. Et puis il exagère un peu sur l'humilité et la modestie quand même, parce que la fin du film, que évidemment je ne vous dévoilerai pas, on peut dire que c'est vraiment du pur King Vidor, et on en aura la preuve quelques années plus tard avec un autre film, toujours avec Jennifer Jones, de 1952, qui s'appelle Ruby Gentry, et qui ressemble beaucoup à Duel au soleil, à part que c'est un film en noir et blanc, et que Charlton Heston remplace Gregory Peck dans le rôle de l'amant maudit. David Selznick, c'est quelqu'un qui avait de la suite dans les idées, donc avec ce film-là, ce qui était nouveau, c'est qu'il voulait absolument faire un écrin amoureux le plus beau possible à la femme qu'il aimait, donc à Jennifer Jones. Donc le film est vraiment fait pour elle, et elle est assez merveilleuse dans le film. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle rend au film tout ce que son mari lui a offert en le produisant. Et puis par ailleurs, il y a toujours chez Selznick l'idée d'écrire une histoire américaine, de continuer le grand roman de l'Amérique. Évidemment, avec Autant n'emporte le vent, il avait remporté un triomphe. Donc là, il reprend à peu près les choses où il les avait laissées. Donc Duel au soleil n'est pas tellement un western, mais c'est surtout une fresque. C'est une fresque épique, c'est une fresque historique. Et ce qui est très intéressant chez Selznick, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui a le sens de l'histoire et qui a le sens
de l'histoire du cinéma américain. Et donc, dans le film, je vais vous parler du casting parce que je ne veux rien vous dire sur l'histoire. Dans le film, il y a les nouveaux venus à Hollywood. Donc, il y a quelqu'un à qui nous rendons hommage en ce moment, et vous avez peut-être vu l'exposition au 5e étage, qui s'appelle Orson Welles. Et ça, on ne le sait pas forcément, mais Orson Welles est dans Duel au soleil, c'est-à-dire que c'est lui qui fait la voix off. Et David Selznick avait beaucoup insisté pour que Orson Welles fasse la voix off. Orson Welles lui avait demandé 35 000 $ pour faire la voix off, ce qui était une somme délirante. Et donc Selznick lui avait dit « Mais non, écoute, 35 000 $, qu'est-ce que tu racontes? Je ne peux pas te donner une somme pareille pour quelques phrases de voix off, mais je vais te faire un cadeau. » Alors Welles s'attendait à ce qu'on lui envoie une toile de maître, une toile d'un impressionniste français ou une Rolls-Royce, enfin quelque chose de bien. À Noël, qui a suivi la sortie du film, il a reçu 2 revolvers, 2 pistolets plutôt, de Duel pour une valeur de 25 $. Ça, c'était l'humour de David Selznick. Donc Orson Welles a toujours estimé qu'il avait fait la voix off de Duel au soleil de façon gratuite, et il en gardait, disons, quelques rancunes à Selznick. Mais donc il y a Orson Welles, et puis il y a l'acteur d'Orson Welles, c'est-à-dire que Joseph Cotten joue l'un des 2 frères du film, et évidemment celui qui a amené Joseph Cotten à Hollywood avec Citizen Kane, donc 6 ans avant Duel au soleil, eh bien c'est Orson Welles, et Joseph Cotten est devenu une superstar hollywoodienne. Donc vous avez cet Hollywood tout récent qui vient d'apparaître, Orson Welles, Joseph Cotten, et puis vous avez aussi, parce que Selznick a vraiment la conscience de ça, il a la conscience de son art, mais il a aussi la conscience de son industrie, vous avez les vieux de la vieille. Et alors, dans les vieux de la vieille, il y a Walter Huston, le père de John Huston, que vous allez reconnaître dans le film. Il y a Lionel Barrymore, donc là, on est avec quelqu'un qui a commencé à faire du cinéma dès les années 1910, donc qui est vraiment une des mémoires d'Hollywood. Il y a un acteur qui a tourné avec Joseph Westenberg ou Lubitsch, qui s'appelle Herbert Marshall, qui est dans le film également, et qui a un rôle important. Et puis, bien sûr, il y a Lillian Gish, qui joue la mère adoptive dans le film de Jennifer Jones. Et ce casting, qui est comme ça, plein de vieille gloire, on peut dire hollywoodienne, de gens qui ont connu le cinéma muet, qui remontent à l'époque des pionniers, c'est une façon pour Selznick d'historiser, on pourrait dire, son film. C'est-à-dire de se dire que moi, David O. Selznick, je me place dans la tradition des pionniers, je me place dans la tradition de Griffiths, je me place dans la tradition de ceux qui ont voulu raconter comment les États-Unis, comment ce pays a été fondé, évidemment de façon mythique, absolument pas réaliste, comment ont été fondés les États-Unis d'Amérique. C'est cette façon de faire son casting en gardant comme ça l'histoire, en regardant l'histoire en face, c'est ce qui fait évidemment un des grands charmes du film, parce que ça le pose, ça le place dans une tradition épique et spectaculaire à laquelle David O. Selznick d'une part, mais aussi King Vidor, évidemment, puisque lui-même a fait du cinéma muet dès les années 20, ça les place comme étant des pionniers qui continuent l'histoire des États-Unis et qui continuent l'histoire d'Hollywood. Le film a été un immense succès, un triomphe dont Selznick avait encore réussi son coup. Et ce qui est intéressant, c'est que donc 6 ans plus tard, il va faire un autre film avec King Vidor, qui donc s'appelle Robbie Gentry, que personnellement je préfère à Duel au soleil, mais c'est mon goût, qui est en noir et blanc, qui est autant en noir et blanc que Duel au soleil est en couleur assez flamboyante, et qui de nouveau est une histoire de désir passionnel
une histoire d'amour contrariée avec Charlton Heston, donc à la place de Gregory Peck, et de nouveau Jennifer Jones. Ce qui est intéressant, c'est que autant Duel au soleil est vraiment un film de Selznick, autant Ruby Gentry, La furie du désir, quel titre, en français, sera vraiment un film de King Vidor, et en particulier La fin dans les marais est considéré peut-être comme un des sommets de l'œuvre de King Vidor. Donc on peut dire que comme le grand cinéaste qu'il était et le grand auteur qu'il était, King Vidor avait fini par apprivoiser David O. Selznick, et ce n'était pas facile d'apprivoiser David O. Selznick. Je vais vous laisser voir le film, juste vous prévenir de deux choses. La Film Foundation, donc de Martin Scorsese, a participé à cette restauration. Donc le film va vous être présenté, une présentation très courte de Martin Scorsese lui-même, qui explique comment il a découvert le film et comment ça a été très important et très fondateur pour lui, pour son imaginaire de petit garçon. Et puis c'est une copie de Prestige qui a été restaurée, c'est-à-dire que c'était des copies qui étaient tirées en nombre limité et qui tournaient dans les villes américaines. On appelle ça des copies de roadshow. Et donc le principe, en fait, c'est que le cinéma devenait un peu de l'opéra. Alors maintenant, vous savez, on transmet les opéras dans les salles de cinéma. Là, c'était l'inverse. C'est que c'était un film d'un tel prestige que ces copies de roadshow étaient conçues comme des opéras. Donc ne vous étonnez pas, il y a une ouverture musicale, sans images, exactement comme à l'opéra, il y a des ouvertures d'opéra. Donc il y a une ouverture à ce film, et ça vous permettra d'attendre avec impatience la suite. Bonne projection. Duel in the Sun was the first film I remember seeing by title. I was about 4 years old, and it made an incredible impression on me at the time. The vividness of the color, the larger-than-life intensity of the performances, and the passionate emotions they were evoking, like the mother dancing in the cantina in the beginning, these figures silhouetted against desert sunset, and this incredible edited sequence of the spectacular sight of hundreds of men on horseback thundering across the landscape to fight the railroad men. It was all, quite exciting and also terrifying, and I guess I never really got over it. So I'm thrilled that this film, which means so much to me personally, has been beautifully restored from the original 3-script Technicolor negatives. The on-screen drama was matched by the behind-the-scenes stories. The producer was David O. Selznick, and he was known for, approaching his projects with a drive that was unrelenting and that bordered on, I could say really was obsessive. He was determined that Duel in the Sun be even more successful than Gone with the Wind, which was the blockbuster he had produced some years earlier. He also saw it as an opportunity for the movie-going public to see Jennifer Jones in a new light. Because at that time, she was really best known for Oscar-winning performance as the 14-year-old saint in The Song of Bernadette. This time, she would play the sultry and tempestuous Pearl Chavez. Gregory Peck was Lute McCandless, the movie's villain, and Joseph Cotten was his brother Jesse, they both fall for Pearl, of course. King Vidor was hired to direct, and while he is credited on the film, there were several other directors, including the great production designer-director William Cameron Menzies, Joseph von Sternberg, William Dieterle, and B. Reeves Eason, were brought on to serve as consultants and to shoot additional scenes. As production got underway, however, Selznick would become increasingly involved, rewriting the script daily, almost daily, demanding approval pretty much of every camera setup. His constant interference finally drove Vidor to quit, although I think it was only the last week or so, I'm not quite sure. Dieterle took over and directed new scenes written by Selznick. I believe the opening sequence, the dance in the cantina, this was written by him in post-production, and it delayed the completion of the picture by almost a year
and of course the budget got bigger. When the film was finally released, censorship, major battles. The producers made over 40 cuts in response to concerns from the Archbishop of Los Angeles. But the picture was still condemned as morally objectionable for all by the Roman Catholic Legion of Decency. It failed to meet the Hays Code guidelines, and it was denounced by women's groups from the Daughters of the American Revolution all the way to the Girl Scouts. Now, of course, naturally with this outrage and controversy, it just made it more interesting, and audiences really wanted to see it, including my mother, who we had asthma, and they took me to the movies all the time, and she said, he loves Westerns, I'm going to take him to see it. That was the excuse. She took me to see it and marked me for life. The film, at that point, had already earned the nickname Lust in the Dust, and it led United Artists to reject it, prompting Selznick to form his own distribution company. And he figured out a major gamble on an innovative release strategy, opening the movie in hundreds of theaters around the country instead of beginning with a few key cities. And actually the strategy worked, and Duel of the Sun ended up being really popular with audiences, hugely popular. And the version of Duel in the Sun that you're going to see is the roadshow version, which was created to signal to the audience that it's about to be presented with something special, something important. Even before the movie itself begins, there's a prelude as well as an overture featuring Dmitri Tiomkin's really rapturous music and narrated by an uncredited Orson Welles. So I'm grateful to Walt Disney Studios for this spectacular restoration, which was undertaken in collaboration with the Film Foundation. And I hope you enjoy this extraordinary film, which was an indelible cinematic experience for me when it came out, and actually still resonates today.